Politique Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission en 3 parties avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires, la presse quotidienne régionale et bien sûr TV5 Monde. 3 parties, je vous le disais, le JT des territoires dans un instant. Et puis ensuite, après la météo, c'est l'invité politique de Territoire d'Info ce matin. C'est Gabriel Attal, le jeune secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse qui sera notre invité. Et puis, 3e partie de l'émission, c'est l'actualité parlementaire et politique. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve. Nous allons tout de suite prendre la direction de Rennes où nous attend Oriane Mancini qui est en duplex et en direct. C'est le congrès de l'Assemblée des départements de France qui s'ouvre ce matin dans une ambiance tendue entre les départements et l'exécutif. On le sait. D'ailleurs, Oriane, bonjour. Jusqu'à hier soir, aucun ministre n'était invité. Est-ce que c'est toujours le cas ce matin ? Eh bien Cyril, hier le gouvernement a mis ses propositions sur la table. Alors parmi elles, un fonds de soutien aux départements en difficulté pour les aider notamment à faire face aux dépenses croissantes des allocations individuelles de solidarité dont le RSA. Eh bien le fait nouveau, c'est que le gouvernement ne s'engage pas sur 1 an mais sur 3 ans. Et vous le savez, l'autre inquiétude des départements, eh bien elle concerne la gestion des mineurs étrangers isolés. Ils sont de plus en plus nombreux avec là aussi des dépenses croissante pour les départements. Et là, le gouvernement a aussi fait un geste. Il débloque une enveloppe de 141 millions d'euros qui seront inscrits dans le projet de loi de finances 2019. Alors, face à ces propositions, eh bien, l'Assemblée des départements de France s'est réunie hier soir et par consensus, eh bien, elle a pris acte des propositions du gouvernement. Mais me disait hier soir l'entourage de Dominique Bussereau, c'est un acompte, mais le compte n'y est pas. Néanmoins, les présidents de département ont aussi décidé de faire un geste et donc d'inviter les ministres, des ministres oui, mais pas le Premier ministre. C'est donc Jacqueline Gourault qui viendra demain matin en clôture de ce congrès. Et après un discours, eh bien, Jacqueline Gourault et Sébastien Lecornu débattront avec 6 présidents de départements. Ce sera donc eh bien, le temps fort de ce congrès. C'est un moyen de montrer que le dialogue est renoué entre l'exécutif et les présidents de département. Mais attention, me disait hier soir un responsable de l'ADF, ce n'est que le début du commencement et non la fin. Voilà, donc des ministres attendus à Rennes. Merci pour l'information. On vous retrouve d'ailleurs tout au long évidemment de la journée et de cette émission s'il se passait quoi que ce soit à Rennes. Oriane Mancini, merci. Vous êtes en duplex et en direct. À quelques jours de l'appel à manifester contre les prix du carburant, Carrefour et Leclerc lancent l'opération Prix Coûtant, une manière d'aider les automobilistes face aux augmentations du prix du carburant et une bonne raison pour les consommateurs de venir faire le plein dans ces stations-service. Anne-Sophie Grosse pour Via Mirabel s'y est rendue. Depuis quelques jours, certains commerçants tels que Carrefour ou Leclerc ont lancé l'opération carburant à prix coûtant, une manière d'aider les automobilistes face aux augmentations du prix des carburants et une bonne raison pour les consommateurs de venir faire le plein dans ces stations essence. Oui, j'y viens pour ça, oui. Je sais qu'ici elle n'est pas trop chère, du coup je viens ici. Vu que j'habite à côté, du coup ça m'arrange. De temps en temps c'est intéressant bien sûr, vu le prix de l'essence. Et du gasoil, pour les gens, c'est un budget. Pour certaines personnes, oui, ça peut être un budget. De son côté, Emmanuel Macron a annoncé hier vouloir élargir le chèque carburant expérimenté dans les Hauts-de-France. Il s'agit d'une aide de 20 € par mois pour les personnes habitant à au moins 30 km de leur lieu de travail. Mais pour les automobilistes, cela n'est pas suffisant. Non, c'est pas assez. 20 €, ça fait un peu plus de 10 litres d'essence. Une voiture qui consomme 7 à 8 litres dans la semaine, c'est plus que largement utilisé. Donc il faudrait voir peut-être un autre système d'aide ou descendre carrément le prix de l'essence. Je pense que c'est mieux que rien, mais enfin disons que pour les gens qui, comme j'ai entendu, là, dépensent 300 € par mois pour leur carburant, 20 €,
c'est pas ce qui va beaucoup les aider, quoi. Et forcément, de nombreuses personnes choisissent de traverser la frontière pour aller faire leur plein au Luxembourg, là où les carburants sont moins chers, jusqu'à 35 centimes de moins par litre. Oui, des fois je vais faire mon plein là-haut parce que ça vaut vachement le coup d'aller faire le plein, mais là, comme là, maintenant, je suis obligé de mettre le plein pour aller au travail juste après, quoi. Du coup, je mets ici, j'ai pas le choix. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller jusqu'au Luxembourg, reste donc la solution des carburants à prix coûtant. Cette opération durera jusqu'au 17 novembre en ce qui concerne Carrefour et jusqu'à la fin du mois chez Leclerc. On va se rendre en Bretagne maintenant à Ploerdut, dans le nord-est du Morbihan, pour regarder une ferme atypique. C'est une ferme biologique, elle est à but non lucratif. Son ambition, c'est de permettre à des élèves en situation de handicap d'effectuer leur stage. Mais la ferme inclusive est en redressement judiciaire et elle risque de fermer. Reportage de notre partenaire TB Sud en Bretagne. Adrien a 16 ans, élève en bac pro conduite et gestion d'entreprise agricole, il est autiste. Cette année, il effectue un stage dans la ferme de David Guillemet à Ploerdut. Le chef d'exploitation, lui-même autiste, a fait de sa ferme un lieu d'inclusion. Beaucoup de jeunes en situation de handicap qui cherchent à se former dans l'emploi agricole n'y arrivent pas, faute de stage, parce que c'est un passage obligé durant le cursus scolaire. Quand on voit les CV, les exploitants les reçoivent, dès qu'ils voient les personnes et qui voient la différence. Vous êtes super, merci, au revoir et on vous donnera des nouvelles. Donc il y avait vraiment cette demande et ce besoin. Pour accueillir ces jeunes, David Guillemet met l'autonomie et la confiance en soi au cœur des stages. J'aime bien la ferme en elle-même et aussi David il est sympa avec moi, quoi. Qui comprend un peu mes difficultés car lui aussi est dans ses difficultés. Il me fait confiance, il me laisse conduire le tracteur tout seul. Mais la ferme Edora s'est placée en redressement judiciaire. Depuis 2015, une grande partie de son troupeau est mort de maladie, suscitant des pertes financières. Une nouvelle audience doit se tenir au tribunal à la fin du mois. L'accueil des stagiaires devient incertain. Leur promettre qu'on pourra les reprendre sur d'autres stages, je suis incapable de le faire. C'est aussi pour ça que j'essaie de m'activer à développer le réseau et à trouver d'autres exploitants pour que si nous on ne tient pas, eux puissent prendre la relève et qu'on leur assure un suivi. Un appel aux dons a été lancé pour tenter d'aider l'exploitation à poursuivre son activité. Et maintenant, un mouvement citoyen contre les pesticides, les coquelicots contre les pesticides. Son nom, Nous voulons des coquelicots. Le mouvement poursuit ses actions pour demander l'interdiction de ces pesticides. Une nouvelle mobilisation a eu lieu il y a quelques jours dans les Vosges. Le but, c'est alerter les consommateurs. Et Stéphanie Renaud, pour Via Vosges, notre partenaire, s'est rendue sur place. 1, 2, 3, quelle couleur? Noir. Noir. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Oiseaux. Les pesticides tuent et affament les oiseaux en décimant les insectes, qui sont leur principale nourriture. 30% des oiseaux ont déjà disparu. Les militants vosgiens du mouvement citoyen Nous voulons des coquelicots ont décidé de diversifier leurs actions. Ce mouvement en France demande l'interdiction des pesticides. Et suivant l'appel national, les militants devaient pendant les 2 ans qui viennent se réunir tous les premiers vendredis du mois à 18 h sur la place centrale d'une commune, en l'occurrence à Épinal, place des Vosges, ce qui fut fait en octobre et en novembre. Mais la mobilisation n'était pas au rendez-vous, d'où cette présence samedi dernier devant l'hypermarché Carrefour de Jessé dans une ambiance festive. Si vous voulez des coquelicots, si vous voulez des coquelicots, venez signer la pétition. La première fois qu'on s'est mobilisé à Épinal, c'était place des Vosges le vendredi 5 octobre dernier. Il y a une centaine de personnes qui sont venues. Donc il y avait aussi des lanceurs d'alerte, des militants surtout. Et on s'est dit, pour élargir ce cercle de convaincus, allons vers la population, les consommateurs. Une militante avait revêtu sa veste d'apicultrice, les abeilles, symbole de la biodiversité en danger. On parle beaucoup des abeilles qui ont particulièrement morflé, je dirais, de tous les insecticides. Et derrière les abeilles, il y a toute la cohorte de tous les autres insectes, de tous les autres hyménoptères qui tout doucement disparaissent. L'enseigne n'avait pas été choisie au hasard. Elle s'est engagée à bannir 100 substances controversées et à défendre, je cite, des produits bons, sains et responsables. Mais on n'est pas dupe, hein. Carrefour vend aussi des produits non bio, mais il faut encourager ce qui est encourageable. Le mouvement Nous voulons des coquelicots, c'est aussi une pétition qui a déjà récolté plus de 330 000 signatures en France et espère en obtenir 5 millions en 2 ans. Les pesticides, la plupart des consommateurs sont contre, mais pas facile de les éviter.
Aujourd'hui pour les enfants, c'est important de penser à ça, à ce qu'on mange, à ce qu'on a dans nos assiettes. Moi je suis originaire du Maroc, je sais qu'il y a beaucoup moins de pesticides là-bas. Financièrement parlant, s'il faut mettre un peu plus pour que mes enfants mangent mieux, je le ferai. Des fois oui, on fait attention, on fait beaucoup attention. Pas toujours. Pas tout le temps, non, pas tout le temps. Il y en a partout alors. Il faut les éviter. Et comment, je ne sais pas. C'est compliqué? C'est très compliqué, je pense. Oui. C'est compliqué de s'en passer avec l'agriculture telle qu'on l'a conçue depuis des années. Le mouvement Nous voulons des coquelicots était également présent lors de la foire agricole de Poussey et y a reçu un bon accueil. Voilà, il y a des polémiques, mais pas que, ces dernières heures, sur les célébrations de la guerre de 14-18. Le département de l'Hérault, lui, comme tous les autres de France, va le célébrer cette année. Une collecte nationale en 2013 avait été lancée pour que toutes les personnes possédant des archives sur cette guerre les partagent. Et après 5 ans de collecte, le livre Héros de guerre 14-18 est paru. Regardez ce qu'en pense Via Occitanie, notre partenaire. Pour les 100 ans de la Grande Guerre, il fallait voir les choses en grand. Alors une collecte nationale a été lancée en 2013, elle vient de s'achever. Pendant 5 ans, 330 personnes possédant des archives sur cette guerre ont donné un bout de leur histoire dans l'Hérault. Comme Gérard Jourdan, à l'époque, son grand-père était caporal-chef au régiment de tirailleurs malgaches. Partout où il passait, il envoyait une carte postale à ses enfants, c'est-à-dire mon père, mon oncle et ma tante. Et ses enfants lui répondaient aussi. Donc on peut suivre avec ces 350 cartes postales le cheminement de mon grand-père dans tout ce qu'il a fait pendant 4 ans de guerre. De précieuses lettres qui ont permis aux archives départementales de l'Hérault de retracer l'histoire avec un grand H. C'est à partir du vécu d'une personne et de la multiplicité de ses vécus individuels qu'on va pouvoir restituer l'exacte vérité, disons, si tant est qu'elle existe, mais qui nous permet de nous restituer l'atmosphère d'une époque, les conditions de vie et ce qu'était la guerre de 14 au plus près des hommes, disons. Le résultat de cette enquête inédite est à retrouver dans le livre Héros de guerre 14-18. Toute cette semaine, une itinérance mémorielle est célébrée par le président de la République, Emmanuel Macron. Voilà, on poursuit ce JT des territoires avec dans un instant la revue des unes de la presse quotidienne régionale. À tout de suite. Et on commence malheureusement, Saveria, avec ce drame de Marseille, à la une évidemment de la Marseillaise ce matin. Bonjour. Bonjour, un drame qui aurait pu être évité, c'est la question que pose la Marseillaise. C'est ce que révèle en tout cas le quotidien La Marseillaise ce matin, un rapport daté du 19 octobre, soit 18 jours avant le drame. Un rapport que le quotidien s'est procuré pointe un péril grave et imminent. C'est le 65 rue d'Aubagne, précisément, que vise ce rapport. Le 65 rue d'Aubagne, c'est l'immeuble où 9 appartements étaient bien habités. Les 3 immeubles qui se sont effondrés lundi connaissaient donc des fragilités connues des propriétaires et de la mairie. Ce matin, les recherches pour retrouver les disparus ont été interrompues. Le péril d'effondrement est trop grand selon les autorités. Et puis une grande photo à la une de l'Union de Reims aujourd'hui. Macron écoute mais ne plie pas. Emmanuel Macron face aux Français à la une de l'Union. Le périple du chef de l'État dans l'Est et le Nord de la France, occulté par la colère sur la hausse des prix du carburant. Un président qui écoute mais qui ne plie pas sur le terrain. À la rencontre des Français, Emmanuel Macron est interpellé sur le prix des carburants mais aussi sur le montant des retraites. Le président écoute mais ne plie pas alors que la mobilisation, elle, ne faiblit pas. Le mouvement des Gilets jaunes s'organise en vue de la grande manifestation du 17 novembre. Ouais, toujours lui, Emmanuel Macron est également à la une de la Voix du Nord ce matin. Le chef de l'État qui poursuit son itinérance mémorielle dans le Nord, où il est arrivé hier soir dans la région. Le chef de l'État est attendu à la fois sur le front économique et social. Il va passer 24 heures entre Sambre et le bassin minier, avec notamment une visite ce matin à l'usine Renault de Maubeuge. Ça, c'est pour l'aspect social, mais également un déplacement à la nécropole nationale de Lorette pour inaugurer l'anneau de la mémoire qui recense les noms des 500 000 soldats morts sur le front du Nord et du Pas-de-Calais en 14-18. Sujet de questionnement ce matin pour notre invité politique, le jeune secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal. C'est le harcèlement scolaire qui est à la une de Libération Champagne, Saveria. C'est la journée mondiale de lutte contre le harcèlement scolaire. En France, 700 000 élèves sont victimes de harcèlement. La moitié de manière sévère, c'est 5 à 6% des élèves au total. Pour essayer
essayer d'endiguer cette violence. La Journée nationale de lutte contre le harcèlement a été créée en 2015. Cette année, focus sur le cyberharcèlement. La moitié des élèves victimes de harcèlement seraient également touchés par la cyberviolence. Pour sensibiliser, des associations et des gendarmes vont faire le tour des établissements aujourd'hui. Et puis à lire dans votre quotidien donc le témoignage de plusieurs victimes qui ont accepté de raconter le calvaire vécu. Voilà, on termine avec Ouest France et les courses hippiques. C'est plus léger, Et un plan voilà, pour sauver ces courses hippiques. La filière équine est menacée. Le député européen Jean Arthuis a remis un rapport hier à Édouard Philippe, au Premier ministre, sur cette filière. Une filière qui emploie 40 000 personnes, à commencer par le PMU. Un rapport qui préconise donc un plan d'urgence pour sauver ces courses hippiques. Parmi les mesures les plus radicales proposées par Jean Arthuis, la nationalisation du PMU. Édouard Philippe doit se prononcer rapidement sur cette question. Merci Saveria, on vous retrouve évidemment en troisième partie pour les informations, l'actualité parlementaire et politique dans cette émission. Tout de suite, c'est le Club de la Presse. Hubert Coudurier, Guillaume Doyen dans un instant. Bonjour Guillaume Doyen, vous dirigez la Gazette des communes, des départements et des régions. Ça tombe bien qu'on vous ait avec nous ce matin puisqu'on va se rendre à Rennes avec vous, à l'association, à l'Assemblée des départements de France. Et puis Hubert Coudurier, bonjour, vous êtes le directeur de l'information du Télégramme, président de TBO et de TB Sud, les chaînes TNT de Bretagne. Merci d'être avec nous sur ce plateau et vous faites l'objet alors dans le point d'un papier formidable. Les gens du Télégramme, on en parlera également tout à l'heure. Guillaume Doyen, congrès de l'Assemblée des départements de France. On a entendu en direct, il y a quelques minutes, Oriane Mancini annoncer que Jacqueline Gourault va venir, évidemment... à la place du Premier ministre. Faire quoi? Parler? Alors, elle va déjà venir dialoguer, parce que jusqu'à présent, l'Assemblée des départements de France laissait planer l'hypothèse qu'il n'y aurait pas de ministre invité. Ça paraît quand même compliqué qu'il n'y en ait pas. Il y en aura finalement une. C'est la nouvelle ministre des Territoires qui coiffe un super ministère. Mais ça a l'air de se faire au dernier moment. C'est pour ça que oui, alors il y a une scénographie aussi classique entre... Ça dépendait aussi du chèque qu'ils attendaient et du montant. Les élus et le gouvernement. Là, hier, il y a eu des annonces. Ils en ont pris acte. Ils vont recommencer à négocier. On parle de gros sous et de sommes absolument colossales là-dedans. De ce que demandent les départements. Non, mais les départements, ils demandent 250 millions, mais ils invoquent un manque à gagner de 9 milliards. Ah ouais. Grosse somme. 9 milliards, donc effectivement, vous voyez, on est quand même sur des sommes colossales qui ne dépendent pas que d'eux, puisqu'on parle de RSA et de mineurs non accompagnés. Alors elle vient, Jacqueline Gourault, c'est à qui? J'ai entendu dire, par Oriane Mancini d'ailleurs, on l'a appris ce matin là, en direct, que Sébastien Lecornu serait là aussi pour dialoguer. Ça veut dire quoi? Que le gouvernement a décidé de mettre le paquet finalement? Ou alors ils viennent, voilà, et puis il va au fond se nouer un dialogue qui n'aboutira pas forcément, je sais pas, à accorder les revendications à l'Assemblée des départements de France. Qu'est-ce qui peut se passer ce matin? Ce qui peut se passer, c'est que d'abord que le gouvernement change de méthode, et ça va être relativement important, si vous voulez, qui rentre dans une phase de négociation, ce qu'il n'a pas fait depuis un certain temps. Il avait joué apparemment la carte de la négociation avec la CNT, dont toutes les associations d'élus ont fini par se retirer, considérant que c'était un jeu de dupes, que la négociation ait été jouée avant même qu'il s'y présente. Donc premièrement, au moins dans la méthode, il faut que ça évolue. Deuxièmement, vous en avez parlé Hubert, 9 milliards, où les trouver? Évidemment que le gouvernement ne satisfera pas la totalité des demandes des départements et que de toute façon, les 250 millions, s'ils sont acquis ou presque, ne couvriront qu'une partie de leurs besoins. Hubert Coudurier. Pour compléter ce que dit mon confrère, en fait, les départements sont submergés par l'afflux des mineurs étrangers qui sont passés, je crois, en un an de 25 à 40 000. Gérard Larcher l'a souligné sur ce plateau hier avant tout. Absolument. Et par ailleurs, le gouvernement augmente le RSA sans même les prévenir et le RSA est à leur charge. Donc ils sont complètement débordés financièrement et ils estiment qu'ils n'en demandent pas trop puisqu'ils demandent une rallonge de 250 millions alors qu'ils ont un manque à gagner de 9 milliards. S'ils ont invité Mme Gourault, c'est aussi un signal pour dire le compte n'y est pas. Ils attendaient de savoir quelles seraient les propositions du gouvernement avant d'inviter les ministres. Ils n'ont pas invité le Premier ministre. Ils ont estimé que lors de son passage à Marseille, il était complètement déconnecté des problèmes, puisqu'il n'était préoccupé que par son passage à l'émission de France 2 le soir même. Guillaume Doyen, un dossier dans la Gazette des communes, les maires sous le feu des médias.
Pourquoi sous le feu des médias? Parce qu'au fond, le maire, d'ailleurs, Gérard Larcher le disait hier à votre place, ce sont les derniers hommes politiques populaires, au fond. Oui. Alors pourquoi on s'est intéressé aux maires et aux médias, nous? Parce que, vu de Paris, vu d'une presse nationale, au cours des années, l'image a bien évolué. On parle du maire qui inaugure les ronds-points, on parle du maire qui recrute trop de personnel, et puis arrive une bonne querelle entre les maires et le gouvernement qui dure depuis quelques années maintenant. Il a fallu complètement réévaluer leur rôle. Aujourd'hui, si vous voulez, le Congrès des maires, c'est devenu un événement média important. Il y a près de 600 journalistes accrédités. L'année dernière, il y en aura probablement autant cette année. Vous allez le suivre vous-même. C'est regarder d'extrêmement près maintenant ce rapport entre le pouvoir central et ses élus. Et ils sont très populaires parce qu'ils sont au contact des gens, au fond. Ils sont au contact des gens, et si vous voulez, les protestations qu'ils ont menées de manière permanente, parfois virulente, contre les réformes qui se sont succédées, ont fini par porter leurs fruits. Aujourd'hui, le gouvernement, le président de la République, il n'a plus d'autre choix que d'aller sur les territoires et que d'aller leur parler. C'est ce qu'il fait aujourd'hui dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, c'est ce qu'il a fait hier et avant-hier. Donc, si vous voulez, cette discussion, elle est devenue obligatoire pour lui. Le maire, aujourd'hui, sous le feu des médias, on s'y intéresse de nouveau de près. Mais certains démissionnent. Certains estiment que la tâche est lourde par rapport aux indemnités qu'il... Et le président du Sénat soulignait hier que ce qui le préoccupait aussi, lui, c'était la démission des conseillers municipaux aussi. Il a raison, le président du Sénat, parce que, oui, les démissions, il faut bien regarder pourquoi certains démissionnent, etc. Il y a encore une querelle soit sur les chiffres, soit sur les causes des démissions. Ce qui est sûr, c'est que les conseillers municipaux, là, on assiste à une désaffection à laquelle on n'avait jamais assisté auparavant. Ils ne viennent plus, ils démissionnent, ils se désintéressent du système. Là, ça devient un problème démocratique, de liaison, si vous voulez, sur les territoires. Alors, on reste avec vous, Guillaume Doyen, évidemment, tout au long de ces jours qui arrivent pour nous expliquer et nous décrypter ce qui se passe, donc, à la fois à l'issue, sans doute, de cette assemblée des départements de France, et puis, bientôt, les maires aussi. Les maires, oui. Merci. Le Quiberon, le 9 juillet dernier, à 2h du matin, Hubert Coudurier, une explosion. Et vous faites le point dans le Télégramme sur cette affaire. Alors on revient sur cette explosion 4 mois après. C'est notre journaliste Gwen Rastol qui est allé sur place et qui raconte que finalement ça a été un miracle. Il y a eu deux blessés graves, un couple là, qu'on a mis à la une en photo. Les causes sont Anne et Charles Leroux. Voilà. On voit des images d'ailleurs pendant que vous parlez. Voilà, il y a 70 bâtiments qui ont été dévastés à la suite d'une fuite de gaz dont la localisation a eu lieu juste avant l'explosion en fait. Les pompiers n'étaient pas arrivés sur place, sinon ça aurait pu être encore plus grave. Donc 70 blessés quand même. Ça résonne beaucoup évidemment à cause de Marseille, de ce qui s'y est passé. Voilà. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Apparemment, c'est pas la vétusté des immeubles, mais enfin, ça a beaucoup choqué cette ville de Quiberon. Et alors, le centre-ville en a été très affecté, et donc des travaux évidemment ont lieu. Absolument. Et vous allez régulièrement, informer. Pas régulièrement, mais en tout cas, 4 la mois manière dont après, l'avancement des travaux vont se passer. on fait le point sur la rénovation du centre-ville. Voilà, on voit ces images très spectaculaires. C'était le 9 juillet dernier. Alors un sujet plus léger pour terminer, passionnant d'ailleurs, je sais que c'est extrêmement suivi, notamment quand on en parle dans le Journal des Territoires, c'est cette course du Rhum, dont vous êtes les organisateurs, le Télégramme, je le précise, avec un Français, évidemment, François Gabard, de Massif, qui est toujours en tête. On fait le point là-dessus. Voilà, donc c'est la société, la filiale du Télégramme OC Sport qui organise cette course, qui au départ a aligné 123 bateaux ou 124. On voit des images magnifiques d'ailleurs. Gabard est en tête avec Joyon. Ils ont maintenant dépassé largement le golfe de Gascogne et ils vont pouvoir bénéficier des alizés. Ce qui d'ailleurs n'est pas complètement sans risque, parce qu'on a l'impression qu'une fois passé les dépressions, c'est le farniente. En fait, les alizés, il peut y avoir aussi un certain nombre de dangers. Mais enfin, le gros du danger est passé. Vous avez vu qu'Armel Lecléache a perdu son bateau a cassé. Et par ailleurs, il y a encore beaucoup de petits bateaux, parce que là on parle des ultimes, ces grands prototypes de compétition. Et vous avez encore beaucoup de petits bateaux qui sont dans le golfe de Gascogne, où on attend une nouvelle dépression. Notamment Dominique Dubois, qui est le PDG de Multiplace, qui est un patron formidable de 58 ans, qui a décidé de faire la course pour la première fois, lui qui équipe et qui construit ces bateaux.
Et donc, ils sont en pleine tourmente et ils vont encore avoir alors, le 24 pointage, heures difficiles à passer. Le pointage, donc François Galbard, Francis Joyon, Alex Thompson en 3, et puis Paul Mella et Vincent Rioux, 4 et 5. Voilà j'allais dire le tiercé, non, les 5 premiers. Oui, mais il y a eu beaucoup d'abandons sur cette course au cours des premières 48 heures. Beaucoup de bateaux aussi qui se sont réfugiés provisoirement dans les ports de Brest, de La Rochelle ou de la Corogne. Arrivé quand ? L'arrivée, là, maintenant, c'est dans 3-4 jours pour les premiers. Et puis ensuite, ça va s'étaler pendant une quinzaine de jours. Aux Antilles. Merci. À la Guadeloupe. Hubert Coudurier pour ses précisions sur la course du Rhum dans le Télégramme, le journal dont vous êtes le directeur de l'information. Et non seulement partenaire, mais organisateur de cette Coupe du Rhum. Voilà. C'est la météo des territoires maintenant sur le canal 13 de la TNT, la seule météo avec aussi, on en parlait avec l'arrivée en Guadeloupe de la route du Rhum, des territoires français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. Et à tout de suite avec l'invité politique, c'est Gabriel Attal, le jeune secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale. À tout à l'heure. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, avant de retrouver Gabriel Attal, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, qui est notre invité politique ce matin, ce jeune ministre, le plus jeune du gouvernement. On passe au Zap Monde, ce que vous devez savoir de ce qu'il s'est passé dans le monde ces dernières heures avec notre partenaire TV5 Monde. On regarde ensemble, on se retrouve après. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. C'était un grand jour hier. Un jour incroyable. La nuit dernière, le Parti républicain a marqué l'histoire et a étendu son emprise sur le Sénat en dépassant les attentes lors de ces élections de mi-mandat. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de républicains et de démocrates. Il s'agit de rétablir les freins et les contrepoids de la Constitution face au gouvernement Trump. Et pour y parvenir, elle aura comme allié la nouvelle garde démocrate, jeune, féminine et issue des minorités. Lors des questions posées par la presse, le reporter de CNN a rapidement essuyé la colère présidentielle. Vous devriez me laisser conduire le pays. Vous conduisez CNN et si vous le faisiez bien... C'est assez, c'est assez. C'est assez. Et quand un confrère du Washington Post a tenté de le défendre, le ton est encore monté. Quand vous rapportez des fake news comme CNN le fait souvent, c'est vous qui êtes l'ennemi du peuple. Bonjour à tous. Cette vidéo circule depuis mardi soir sur les réseaux sociaux. Un montage grossier. On y voit l'ambassadeur du Gabon en France faire cette déclaration. À la profonde douleur d'annoncer le décès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba. Ce n'est évidemment pas la voix de l'ambassadeur, ni même les propos qu'il tient. Mais cette piteuse tentative d'intox révèle bien une chose. Les Gabonais ne savent toujours rien sur l'état de santé de leur président depuis le 24 octobre dernier. Ce que l'on sait, c'est qu'Ali Bongo est toujours hospitalisé à l'hôpital du roi Faisal à Riyad, et que le prétendu malaise, selon plusieurs sources, serait en réalité un AVC,
Certains avancent même qu'il aurait subi de lourdes séquelles. Cette libération met fin à des jours d'angoisse. Des dizaines d'enfants ont été retrouvés accompagnés d'un adulte à une vingtaine de kilomètres de Bamenda. Cette libération intervient au lendemain du discours d'intronisation du président camerounais, réélu pour un 7e mandat. Paul Biya a dit comprendre les frustrations des habitants des zones anglophones dans une région où les kidnappings sont devenus fréquents.